un nouveau déferlement de haine antisémite de la part de l'ultra méga over maxi gauche a encore été perpétré à Grenoble, cette fois-ci à l'encontre de évidemment la célébrissime DJ Barbara Butch. Et oui, aujourd'hui on va pouvoir enfin un peu couvrir ce qui s'est passé. Finalement, je vous le demande à vous chat d'extrême ultra méga gauche, n'avez-vous pas honte finalement? N'avez-vous pas honte? Et pour parler de ce sujet, parce que évidemment on va aborder pas mal de sujets autour de la question du sionisme, on accueille aujourd'hui Echarpe qui est avec moi en vocal. Un tonnerre d'applaudissements. Ouais. Allez la France, on va gagner la Coupe du Monde. Ah merde. Ah bah non, c'est fini. On a perdu. On a perdu. Trop tard. Mais du coup, Barbara Butch. Qui est Barbara Butch? Si vous ne la connaissez pas, en deux mots, c'est la meuf des JO. C'est la meuf qui était là au JO. C'est une DJ du coup qui est connue entre autres parce qu'elle représente une certaine dimension LGBT. C'est cette meuf-là, voilà, c'est elle qui avait le costume qui a fait une immense polémique à l'époque du côté de la droite et de l'extrême droite où les gens lui avaient littéralement chié dessus. Voilà, donc c'est cette meuf-là, personne qui à la base, du coup, on avait plutôt eu tendance à défendre lorsqu'elle s'était pris cette shitstorm-là à l'époque des Jeux Olympiques. Alors du coup, elle est connue entre autres donc pour faire du son principalement. C'est aussi une militante LGBT féministe et contre la grossophobie. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire sur son Wikipédia. Mais alors voilà, moi je suis quelqu'un un peu, vous connaissez, d'exigeant sur la question du militantisme. Et il s'avère que le militantisme de Barbara Butch s'avère surtout être une question de représentativité. C'est-à-dire que elle milite en mode je suis militante LGBT parce que je suis une lesbienne un peu connue. C'est un petit peu à ça que ça s'arrête. Mais concrètement, elle se prend quand même des tombeaux et des tombeaux de harcèlement, de haine et d'insultes de la part de plein de gens. Et donc, a priori, c'est quelqu'un qu'on avait plutôt eu tendance à défendre. Cependant, Barbara Butch a un petit peu glissé à quelques occasions par rapport à la question du sionisme parce qu'elle est d'origine entre autres juive et elle a eu quelques sorties un petit peu par rapport à ça qui ont été un petit peu problématiques, notamment parce qu'elle est juive. non, elle est pas sioniste parce qu'elle est juive. Mais ça, il y a quand même un lien par contre entre genre lorsque tu es issu d'une famille pas forcément hyper politisée, surtout un peu bourgeoise, une famille sioniste, donc ça ajoute. Enfin, il y a quand même un lien, tu vois. Mais effectivement, faut pas faire le raccourci non plus, faut pas déconner. On a donc eu un premier truc qui s'est passé chronologiquement en juin 2025, mais qui à l'époque était passé plutôt inaperçu, où en fait elle avait été jouée à Tel Aviv, dans la résidence de l'ambassadeur de France. Mais encore une fois, ça, c'était passé un petit peu sous le tapis. C'est ressorti plus récemment, en mars 2026, au moment où elle a essayé de signer une tribune en soutien à la loi Yadan. Loi dont on a déjà parlé à une occasion, toujours avec toi d'ailleurs, Echarpe, à ce moment-là. Loi qui visait donc à criminaliser les critiques d'Israël, ou plus précisément à élargir le champ d'apologie du terrorisme. C'est-à-dire, comment dire, ça consiste à dire qu'il y a de nouvelles choses qui rentrent dans la catégorisation en tant qu'apologie du terrorisme, notamment une notion vague, floue et qui permettait beaucoup d'abus d'un point de vue juridique, à savoir l'appel à la destruction ou à la négation d'un État, ce qui en fait était un gros contre son camp, parce que si on considère que la Palestine est un État, ça peut se retourner quand même assez vite contre les sionistes, ce genre de loi. On a en tout cas couvert pas mal le sujet déjà à l'époque, donc je vous encourage vraiment à aller regarder la vidéo qu'on a fait à ce moment-là sur ce sujet-là. Il faut savoir que la loi n'est pas passée. Et du coup, Barbara Butch avait signé une tribune. Oui, vas-y, précise. Attends, parce qu'elle n'est pas passée, mais elle est en train de revenir sous la forme d'une nouvelle loi qui s'appelle la loi Berger, qui devrait être votée au Parlement bientôt, qui reprend les grandes lignes de la loi Yadan en l'écrivant un peu mieux, parce que Caroline Yadan ne sait pas écrire une loi, en étant beaucoup plus filou et en inscrivant des petits trucs dans la loi pour ouvrir la porte à des choses plus tard. Donc, elle n'est pas passée, mais attention, elle est en train de revenir en ce moment via la loi Berger. C'est ça, ils l'ont reskin. Voilà. Et du coup, Barbara Butch, elle avait soutenu cette loi-là. Elle avait signé une tribune qui est sortie dans je sais plus quel journal, je crois que c'était dans Le Monde tout bêtement, en soutien du coup à cette loi, qui pourtant est une loi qui pose d'énormes problèmes d'un point de vue de la liberté d'expression et d'un point de vue du militantisme, quoi, parce que ça revenait vraiment à criminaliser la pensée pro-palestinienne, quoi, concrètement. Et donc du coup, à ce moment-là, on peut dire que Barbara Butch, elle a été
cancel, concrètement, on a commencé à tout simplement dire, bon bah voilà, cette meuf est un soutien objectif d'Israël, il faut la boycotter. Et c'est ce qui a été fait, notamment, du coup, beaucoup plus récemment, ce mois-ci, en juillet 2026, à un événement grenoblois qui s'appelait le Cabaret Frappé, où du coup, entre autres, la France Insoumise, mais pas que, un petit peu tous les organes militants de Grenoble ont appelé à boycotter cette meuf, et ça a fonctionné, quoi. C'est-à-dire qu'au moment du concert, il y a eu des slogans, des huées, des sifflets, des trucs qui ont un peu volé, et ça a provoqué l'annulation, tout simplement, de sa performance ce jour-là. Et du coup, ensuite, ça a lancé des débats sur la liberté d'expression, la violence d'ultra méga over maxi gauche. Et à partir de là, on a eu du coup plusieurs réactions un petit peu de la part d'un petit peu tout le monde sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. Alors déjà, réaction initiale de la mairie de Grenoble, mairie qui est du coup dirigée par une écolo, mais qui est pas vraiment une écolo. C'est la sœur de Ruffin. Donc c'est plutôt des espèces de gens qui orbitent, qui satellitent autour de la gauche et qui sont plus proches aujourd'hui du coup des idées, on va dire, du PS et des écolos que des idées de la France Insoumise, mais qui avaient dû faire alliance du coup avec LFI. Et c'est là qu'on voit que du coup il y a une espèce de conflit interne du coup à ce qui se passe d'un point de vue municipal à Grenoble, puisque la mairie écolo a décidé de soutenir Barbara Butch, alors que l'appel à boycott avait été lancé par la France Insoumise et que normalement ils sont censés quand même co-diriger la ville. Donc on peut déjà voir un petit peu les fragilités de cette alliance qui sont en train d'apparaître quand même au grand jour, truc qu'on avait déjà critiqué à l'époque de la campagne municipale. Donc ça a fait beaucoup de bruit. Du côté de LFI, il y a un truc que je trouve pas non plus vraiment tip-top, à savoir, ça vient nier les violences, quoi. C'est-à-dire que du côté de LFI, ils sont sur un discours c'était une marche parfaitement pacifique, je comprends pas pourquoi est-ce que vous dites ça, on est gentil, on est mignon, etc. En un mot commençant, ça n'assume pas vraiment ce qui s'est passé. Je veux dire, au bout d'un moment, falloir reconnaître que, si, il y a eu une force coercitive qui a empêché cette meuf de jouer. C'est un boycott, ça a fonctionné. Au bout d'un moment, il faut assumer un petit peu ses propos. Et ça, c'est au niveau de l'analyse locale et de ce qu'en pensent du coup les différents acteurs du coin. Mais c'est une affaire qui évidemment est remontée à l'échelle de la nation tout entière, et on s'est retrouvé à avoir un petit peu tout le monde qui a commenté cette affaire. À commencer par le centre, vous avez sûrement vu passer un tweet absolument lunaire de Gabriel Attal. Je sais pas si je peux le retrouver, mais voilà, Gabriel Attal, il a concrètement dit c'est purement antisémite, quoi. Il a zéro contexte. Il a dit c'est de la haine. Voilà, c'est quasiment les nazis, quoi, concrètement. Et c'est un petit peu représentatif de comment est-ce que le centre traite de ce sujet-là. C'est-à-dire que souvent, de manière à éviter de répondre sur le fond des critiques qui sont faites sur cette meuf, on va se contenter de limiter, du coup, le raisonnement à c'est de l'antisémitisme, donc c'est très grave. Donc en fait, c'est pas bien, quoi, concrètement. Et Laurence Ruffin, en vrai, rejoint un petit peu le centre politique, plus que la gauche, sur ce truc-là, sur cette position-là. Et à droite et à l'extrême droite, c'est globalement pareil, avec un surfocus encore plus grand sur la France insoumise, quoi. C'est-à-dire que pour eux, vraiment, genre, c'est-à-dire qu'ils en font encore plus des caisses sur le fait que le problème, c'est la France insoumise, à proprement parler. C'est ce qui est particulièrement hypocrite en vrai de leur part. Parce que la droite et l'extrême droite a pris pour cible, il y a moins de 2 ans, Barbara Butch à l'époque des Jeux Olympiques. Parce que voilà, si je vous ai rappelé pourquoi est-ce qu'on la connaissait à l'époque, on la connaissait pour ça. Et cette image-là, comment dire, que pas mal de gens qui aujourd'hui la défendent lui ont pas mal chié dessus quand même à une certaine époque vis-à-vis du fait que, oh là là, c'était très 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 grave le wokisme à l'époque des JO. On a un petit retournement de veste de la part de gens qui ont quand même assez littéralement appelé à la harceler. Je trouve ça un peu abusé, quoi. Donc bon. On a ensuite, du coup, eu, comme je vous l'ai dit, du coup, la gauche qui n'assume pas vraiment le truc. Le tout sous une espèce d'ambiance un peu shitstormesque, notamment autour d'une affiche. Voilà, comme hyper souvent dans ce genre de situation. Le discours est cristallisé autour d'une affiche qui, elle, serait du coup la preuve ultime de l'antisémitisme de cette histoire. Donc on a eu cette affiche qui au passage est assez dégueulasse, mais pas attention, genre c'est dégueulasse, c'est mal fait dans le sens où genre c'est quoi ces taches de sang là, c'est quoi ces vieux PNG tout pourris. Mais voilà, du coup les gens ils ont vu un drapeau LGBT avec une croix, avec une étoile de David et du coup ils ont été en mode genre oulala, c'est très très grave, c'est antisémite quoi.
oubliant que en fait c'est plus une référence au drapeau israélien que à proprement parler à la religion juive, quoi. Mais donc du coup voilà, c'est encore été cristallisé par une affiche qui du coup serait un visuel qui viendrait cristalliser la dimension incroyablement antisémite du mouvement, alors que non, quoi, c'est juste une affiche maladroitement faite par des gens qui critiquent le sionisme. Enfin, genre, c'est bon, va falloir se calmer sur les histoires de Dog Whistle et de machin, parce que on avance quand même pas très loin avec ces histoires-là. Donc sur tout ça, qu'est-ce qu'on peut en dire, Écharpe? Ce qu'on peut en dire, c'est plusieurs trucs déjà. C'est un truc qui arrive pas seul. C'est pas d'un coup, il y a des gens qui se réveillent et qui se vénèrent contre Barbara Bush sans aucune raison. Non. Ce qui arrive à Barbara Bush, c'était du boycott. Et ce qui arrive aux militants qui ont embrouillé Barbara Bush, c'était de la répression qui commence là. Que ce soit la meuf de Grenoble, Laurence Ruffin, c'est ça? Que ce soit Laurence Ruffin, que ce soit l'extrême droite, c'est de la répression et ça s'inscrit dans la droite lignée de la répression des voix pro-palestiniennes qu'on a intensément depuis 3 ans, mais en vrai depuis quand même un paquet de temps. Vous vous souvenez le chat d'années, Oui, même un peu plus. Hein. Vous vous souvenez de Georges Ibrahim Abdallah qui a été délivré que récemment, alors qu'il était libérable depuis 2000, je sais plus combien. Ça faisait 15 ans qu'il était en prison alors qu'il était libérable. Vous vous souvenez de Rima Hassan qui a été convoqué pour tout et pour rien, des soi-disant histoires de drogue de synthèse, on sait pas trop, ça n'a jamais été très 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 clair. Vous vous souvenez de José Luis Morales, le joueur de foot qui a été en procès parce qu'il était pro-Palestine. Vous vous souvenez de Jean-Paul Delesco, le syndicaliste de la CGT. Vous vous souvenez de Salah Hamouri. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés inquiétés pour rien. Là, les gens qui étaient au concert de Barbara Bush et qui l'ont interrompu vont se retrouver encore inquiétés pour rien. C'est une continuité. Faut pas voir ça comme un acte isolé, il faut voir ça comme un continuum. Et d'autant plus que je trouve qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie parce que l'argumentaire qui est souvent déployé, du coup, c'est celui de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on nous dit, regardez, c'est horrible ce que vous avez fait, vous avez empêché une artiste de s'exprimer, ça va contre le concept de liberté d'expression qui est indispensable en démocratie, comme si on était des Américains, tu vois, mais c'est pas la question. Alors que justement, ce qu'on reproche à cette meuf, c'est de soutenir une loi qui vise la censure politique. Donc, c'est un peu miroir quand même cette histoire. Certes, oui, on fait un appel au boycott pour que cette meuf puisse pas jouer, mais la vraie question de la censure, elle se pose au niveau de la loi, justement. Alors, justement, on va prendre 1 minute, 2 minutes pour différencier la différence entre un boycott et une censure. C'est pas la même chose. Imaginons que je m'embrouille avec Diane et que je veux faire une action contre sa musique, je trouve que sa musique est terrible et devrait pas exister. C'est DJ Set. Un boycott ou une censure, c'est pas la même chose. Un boycott, c'est je vais aller dire aux gens n'allez pas cliquer sur son YouTube. Une censure, c'est je vais aller chez elle, je vais casser son ordinateur et je vais lui voler ses codes de son YouTube. Voilà la différence. Une censure, c'est quelque chose qui empêche de produire. Un boycott, c'est quelque chose qui limite la visibilité. C'est pas la même chose du tout. Personne n'a empêché Barbara Bush de faire de la musique. Personne n'est entré chez elle pour voler ses platines et détruire sa licence Ableton. C'est pas ça qui s'est passé. Elle aurait pas pu jouer quand même. On l'a quand même empêché de jouer à proprement parler, tu vois. Genre, elle se serait pris un truc dans la gueule, je pense. Mais c'est pas la même chose de cancel un concert et de l'empêcher de jouer en soi. Oui, bien sûr. Puis il y a une dimension institutionnelle. En fait, pour moi, il y a surtout une dimension institutionnelle dans la question de la censure, où c'est une institution qui vient de censurer. Là où le boycott, c'est plutôt des militants, c'est des gens qui se sont organisés entre eux pour empêcher quelque chose d'arriver. Pour moi, c'est plus là que je mettrais la distinction entre le boycott et la censure. Et à proprement parler, j'entends. Là, c'est pour ça que je te rejoins quand même sur la question de c'est un boycott et pas une censure, parce qu'en fait, on n'a pas demandé à une institution qui est au-dessus d'elle de l'interdire de jouer, quoi. Il n'y a aucune loi, aucun truc, c'est vraiment purement parce que le public l'en a empêché, quoi, concrètement. Et là, on va se rejoindre sur nos deux définitions, c'est que qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Barbara Bush d'aller jouer quelque part ailleurs? Rien. Strictement rien. Strictement rien. C'est ni nous, ni l'État, ni qui que ce soit, ne l'empêche de quoi que ce soit. Ce qui est très différent des gens qui sont réellement censurés. Il y a des gens qui prennent des peines judiciaires d'interdiction d'expression sur Internet, par exemple. Ça peut exister. Ou encore une fois, la répression judiciaire. Fitness a eu ça. Il y a eu plein des gens qui ont eu ça. Des gens qui ont interdiction. Il y a Richie Thibault qui est en procès en ce moment. C'est quelqu'un qui subit Moi, je la me suis fait censurer à l'époque de Charlie Kirk. Par exemple, c'est autre chose. C'était une vraie censure. C'était une vraie censure.
Et tu vois la différence entre un boycott et une censure, c'est quand tu t'es fait censurer, t'as plus le droit de stream. Quand tu te fais boycotter, t'as juste moins de viewers. C'est pas la même violence. C'est ça, pas la même boycotter, chose. il y aurait eu des gens qui m'auraient chié dessus dans le chat, il y aurait eu des gens ils vous seraient pas venus me voir, ça aurait pas été pareil, ça aurait pas été le même rapport. Et puis, boycotter, on connaît. Ouais. En plus. Donc on est de gauche. Après, moi je pense que boycotter une meuf trans, c'est transphobe parce que dans boycott, il y a boy. Non, je déconne. Waouh! Ah, j'avais pas vu venir l'outwokisme. Non, bien joué. Ah ouais, il est pas bien celui-là. Ça, c'est le outwokisme un peu nul. Girlcock. Ah non, je préfère les girlcock par contre. Désolé tout le monde. Allez, l'autre donc problème Barbara Butch, c'est que Barbara Butch met énormément en avant son identité, donc grosse, queer et feuge, à la fois dans son militantisme performatif dont tu as déjà un peu parlé, et à la fois comme stratégie pour se mettre à l'abri des critiques. C'est un truc qui est très facile à faire, c'est très tentant. Moi-même, ça m'est arrivé de le faire. Ça m'arrive encore de le faire de temps en temps parce que je j'ai la flemme de discuter. C'est une stratégie de dire oui, mais je suis ça. Du coup, si on m'attaque parce que je suis ça et pas sur le fond. C'est une stratégie de diversion. C'est une stratégie de tokenisation hein, aussi, tout bêtement. Exactement. Mais c'est surtout une diversion parce que dans les faits, ce que ça produit, c'est qu'on ne parle plus des raisons du boycott. On ne parle plus de Barbara Butch qui a signé la loi Yadan. On ne parle plus de ce qu'est la loi Yadan. On ne parle plus de la définition de terroriste, de pourquoi ça pose problème. Parce que la loi Yadan, elle élargit la définition de terrorisme. La définition de terroriste, déjà de base, elle est très floue. Elle est la problématique. définition d'apologie du terroriste, par exemple, je n'ai pas le droit en France. Loin de moi l'idée de le dire, loin de moi l'idée de le penser, mais je n'aurais même pas le droit de parler en bien du Hamas. C'est interdit. Le Hamas est une organisation terroriste, c'est interdit. Problème, le Hamas est aussi le gouvernement élu de la bande de Gaza. Donc, la loi française m'interdit de parler en bien du gouvernement élu de la bande de Gaza. Ça pose des questions démocratiques. Moi, je suis personne. Mais quand on est un diplomate, ça pose des questions démocratiques, ça pose des réflexions. Ça, c'est des questions qui sont beaucoup plus intéressantes que oui, c'est parce qu'elle est lesbienne ou c'est parce qu'elle est grosse. Oh, pitié. Ça, d'autant plus que un autre sujet dont j'ai pas parlé dans mon intro, mais qui revient quand même souvent sur la table, c'est que les gens viennent nous dire mais pourquoi vous l'avez boycotté? Elle s'est déjà excusée. Elle a déjà dit qu'elle n'aurait pas dû participer à la pétition. Le problème, c'est que quand tu écoutes ce qu'elle dit, quand elle dit qu'elle regrette, déjà elle regrette pas du tout pour les bonnes raisons, concrètement. Non. Et puis il y a cette dimension de tokenisation. C'est-à-dire qu'elle peut pas s'empêcher de rappeler que genre certes elle regrette, mais qu'elle subit du harcèlement parce qu'elle est grosse, juive et queer. Genre c'est tout le temps ce truc de genre elle peut pas lâcher un truc et puis surtout quand elle revient sur les raisons de pourquoi est-ce qu'elle a pas signé. En gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle aurait dû soutenir la loi sans signer la pétition, quoi. Concrètement, c'est tout ce qu'elle dit, quoi. Donc en fait, ça ne vaut pas. Choix, elle regrette le backlash qui s'en est ensuivi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et un autre truc qu'on avait qui s'était vu un petit peu à la loupe grossissante à l'époque où elle avait pris ces critiques-là, c'est qu'il y a un vrai truc chez elle où elle a du mal à comprendre, je pense, certaines de ces critiques. Parce que elle est sur une façon de faire de la politique qui est, comme tu le disais, performative. C'est-à-dire que pour elle, être juste une femme juive, grosse et lesbienne, c'est suffisant, en fait, pour déclarer d'être militante, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une vraie évolution des mentalités par rapport à ça, où on se rend compte que bah non, en fait, désolé, mais ça change pas grand-chose pour les conditions de vie des lesbiennes, des personnes grosses ou des personnes juives, d'avoir Barbara Butch qui joue à Tel Aviv, concrètement. Donc en fait, c'est des choses qu'on remet beaucoup en question, et je pense qu'elle ne se rend pas compte que du coup la critique elle se porte vraiment sur ça, tu vois, et qu'elle va parce que elle est toujours dans une certaine logique très libérale de représentativité, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et c'est moi, c'était tout ça, ça me fait penser beaucoup au boycott de Nadav Lapid qui il y a quelques mois. Je sais pas si tu te souviens. Non. Il y a quelques semaines, mois, il y avait eu un gros boycott d'un cinéaste israélien qui s'appelle Nadav Lapid, qui était venu présenter un film qui était pas trop pour, mais qui était fait par un Israélien. Et du coup, vu que c'est du cinéma israélien, il est tombé dans le boycott de BDS, du boycott culturel des productions d'Israël. Ouais. Du coup, c'était le scandale de quoi? Mais c'est un opposant, vous boycottez un opposant, vous desservez la lutte, vous êtes stupide, blablabli, blablabla. Oui, on boycotte aussi la gauche israélienne. C'est l'opposition du pouvoir, mais c'est toujours des génocidaires. Hein. Et Nadav Lapid avait fait je ne sais plus combien de plateaux, je crois que quelqu'un avait compté qu'il avait fait 180 interventions médiatiques, un truc comme ça, pour dire que c'était quand même très très méchant de le boycotter parce que lui d'accord il est israélien mais c'est pas sa faute, et puis lui il est opposant à Netanyahou et il fait des films pour vous dire qu'il est pas d'accord avec Netanyahou. Barbara Butch a le même discours, elle dit qu'elle est pas d'accord avec Netanyahou et elle veut une médaille pour ça. Oui, puis surtout ça se voit pas dans ses actes, encore une fois elle continue à aller jouer à Tel Aviv, elle a signé le truc de Yadan, enfin genre... Mais on peut être tout à fait pro
sioniste n'est pas être pote avec Netanyahou. Il y a plusieurs partis politiques. Il y a des sionistes de gauche, il y a des sionistes de droite, il y a des sionistes d'extrême droite, il y a des sionistes encore plus loin que l'extrême droite, ça s'appelle des kahanistes, c'est des zinzins. Et ils sont tous sionistes, ils sont tous génocidaires, mais ils sont pas d'accord entre eux. De la même manière qu'au Bundestag, donc au Parlement allemand, entre 39 et 45, les nazis étaient au pouvoir. Tous les parlementaires allemands étaient génocidaires, ils voulaient tous faire la Shoah, mais ils étaient pas d'accord entre eux. C'était pas parce que quelqu'un était pas d'accord avec Hitler qu'il était plus du côté de Goebbels que c'était un opposant à la Shoah. Ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est le sortilège qu'on essaye de nous faire avaler, parce que clairement le est de plus en plus acté quand même par les institutions internationales, et c'est de plus en plus dur de pas critiquer la politique israélienne en vrai de vrai, c'est vraiment de plus en plus difficile. Et du coup, le sortilège qu'on tente de nous faire pour quand même continuer à garder plus ou moins le même discours, c'est de dire en fait c'est pas la faute, c'est la faute à l'extrême droite israélienne. Et du coup de dire en fait le problème c'est les gens qui sont au pouvoir en ce moment, c'est pas l'État colonial en tant que tel. Sauf que si, le problème c'est la colonisation. C'est pas simplement le fait qu'il y ait les mauvaises personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui qui posent problème. Si aujourd'hui c'était la gauche qui dirigeait la colonisation continuerait quand même. Ça c'est un truc qu'il faut comprendre. Et je le dis tant que je peux le dire, parce que c'est pas gagné pour les mois à venir, c'est l'existence de l'État en tant que tel. Parce que cet État a été créé sur des bases coloniales et génocidaires dès le début de la création de l'État. Même avant, retournez voir ma vidéo que j'ai sortie il y a 1 an, si ça vous intéresse. Même le projet sioniste est un projet colonial, et un État qui se construit sur un projet colonial est à abolir. Je ne dis pas qu'il faut revenir à avant, parce que ça n'existe pas, revenir à avant. Par contre, il faut démanteler toutes les institutions israéliennes, parce qu'elles sont pensées pour perpétuer la colonisation. Et du coup, si tu es un opposant au gouvernement Netanyahou, mais que tu n'es pas un opposant à l'existence d'Israël dans ton état actuel en tant que tel, tu restes un sioniste. Sioniste et donc, le boycott est légitime. De gauche, sioniste, bien sûr. Quand même. Et donc, non seulement le boycott est légitime de par ça, mais en fait, il y a un autre truc aussi qui est important, je pense, à mentionner, c'est le fait que Barbara Butch, progressivement, avec ses histoires, elle a aussi fini par incarner quelque chose, je pense, dans le camp aussi, dans notre camp à gauche. Je pense que Barbara Butch, de fait, elle incarne une critique qui est de plus en plus forte, à savoir le pinkwashing, qui est un truc dont on parle hyper souvent, que parfois on appelle aussi l'homonationalisme concrètement, qui consiste à dire « Regardez, protège les LGBT des Palestiniens ». En gros, c'est un petit peu ce qui est raconté quoi, à travers ce truc-là. Et donc on a plein de figures queer, LGBT, qui participent plus ou moins à la communication d'Israël, de manière à montrer que c'est un État qui serait beaucoup plus progressiste que les gens qui sont là avant, et donc qui justifierait son existence pour en gros protéger l'existence de ces personnes LGBT. Ça fait partie littéralement exactement du roman national israélien, et c'est un truc qui date depuis super longtemps, depuis largement avant la question par exemple du 7 octobre, puisque déjà à une certaine époque l'Eurovision, qui a longtemps été un show qui sert à mettre en avant entre autres la culture LGBT, ça a toujours été un des rares endroits où on nous a laissé nous exprimer, on nous a laissé exister, tu vois, les femmes à barbe, les machins, tous ces trucs-là, à l'Eurovision, ça a toujours plus ou moins existé. Et lorsque, du coup, on a commencé à intégrer dans l'Eurovision, c'était déjà un moyen, à cette époque-là, de pinkwasher cette histoire-là. C'était déjà... Enfin, il y a une longue histoire, en fait, du pinkwashing de la politique israélienne en utilisant, du coup, les LGBT comme une excuse. C'est l'histoire avec Barbara Butch, elle sort vraiment pas de nulle part. Oui. Et comment dire, Barbara Butch se défend en disant je suis attaquée parce que je suis queer. Déjà c'est un peu facile, mais Barbara Butch est queer, c'est un fait. Il n'y a pas de débat là-dessus, personne va lui enlever. Non. Par contre, au sein des queers, il y a différentes catégories de queer. Entre Jean-Philippe Tanguy et nous, il y a un monde. Par exemple. Pourtant, ça reste des queers. C'est un homosexuel. Nous sommes des trans, ça reste des queers. Mais il y a quand même un monde. Et une des grosses c'est un bourgeois, nous on était prolos, quoi. Genre, il y a ça. J'y viens. J'y viens, justement. Une des grosses différences qu'il y a entre les queers, c'est les questions de race et les questions de classe. Barbara Butch, elle est lesbienne, je crois. Donc elle est queer, il n'y a pas de souci. Mais elle est queer blanche et elle est queer bourge. Ouais. Tu veux qu'on parle de ce qu'on a trouvé ? Bah ouais, oui, il faut qu'on en parle. Vas-y, à toi l'honneur. Vous savez comment elle est devenue DJ, Barbara Butch ? Parce que l'histoire est un peu marrante quand même. Enfin, je trouve l'histoire en soi, elle est marrante. Elle en dit très long sur sa vie, quoi, sur sa classe sociale. En fait, à 22 ans, elle tenait un restaurant. Entre 2004 et 2008. Voilà, c'était son resto à elle, 22 ans. Et du coup, vu qu'elle se faisait chier
parce que c'est trop facile à gérer vraisemblablement. Vu que c'est un resto, j'imagine qu'elle devait quand même avoir des gens qui géraient ça pour elle, du coup. Oui, à 22 ans, oui. Et en gros, elle a commencé à mixer et de faire un espèce de concept store, enfin un truc de bouffe. Non, à Paris. Concept, alors ici on n'est pas vraiment un restaurant, on est plus un bar à ambiance. Voilà, c'est ça. C'est ça, en gros. Et du coup, c'était un petit peu la start-up avant la start-up. Parce que du coup, voilà, elle a créé son bar à concept où elle faisait du DJing. Elle faisait que des chansons des années 80, quoi, à cette époque-là. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à faire du DJing. Donc oui, la meuf possédait un resto à 22 ans, les gens. Elle a accédé au monde du DJ en étant propriétaire des moyens de production, littéralement la bourgeoisie. Très littéralement. Donc oui, ok, d'accord, elle a souffert de plein de trucs, si tu veux, mais c'est un truc qu'il faut rappeler, c'est que c'est une énorme bourgeoise. Enfin, genre, désolé, mais qui a un restaurant à 22 ans? Au bout d'un moment, enfin... moi aussi, j'aurais... dans un restaurant. Bah ouais, non, mais attends, moi aussi, j'aurais été au JO si à 22 ans, on m'avait laissé ce boulevard-là. Ouais, bah ouais. Enfin... Donc oui, il y a des différences entre les queers. Et il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est que... dans l'homonationalisme, dans l'impérialisme gay, dans le pinkwashing, ce sont trois trucs qui sont légèrement différents. Je suis en train de travailler dessus avec Lizzie. Ce sont des trucs qui sont un peu différents, mais si on simplifie, dans ces trois cas-là, il faut faire attention parce que les gens qui pratiquent et qui répandent ça sont les gens qui ont les moyens de le faire. Donc ce sont les bourgeois de nos milieux. Parce que tous les milieux ont leurs bourgeois et leurs prolos. Ce sont les bourgeois de nos milieux. Ce sont les gays qui ont un restaurant. Ce sont les trans qui ont... trans qui ont une usine, c'est plus rare. C'est quand même assez rare, ouais. Les meufs trans qui tiennent des usines... C'est exemple, c'est les trans qui sont, par exemple, filles de Philippe Catherine ou d'Elon Musk, voilà. Je pense que bon, il y a un rapport de classe qui est quand même différent avec pas le même. Là. Ouais. Exactement. Et ce sont surtout des queers qui sont très blanches, qui sont dans la blanchité, qui sont dans ce truc-là. Enfin, c'est il y a un rapport de classe à avoir dans nos milieux. Il faut avoir une lutte de classe interne à nos milieux, faire attention du coup à qui a le pouvoir dans nos milieux, qui le prend, qui en fait quoi. Parce que les gens qui ont l'habitude de l'avoir et qui sont dans un habitus de classe où ils voient du pouvoir, ils le prennent, que c'est comme ça que ça marche dans leur tête sans se poser de questions, ils le prennent pour aller dans le sens de la bourgeoisie. Et le sens de la bourgeoisie, c'est l'impérialisme. Et c'est ça qui se passe aussi. Et ça rejoint aussi ce qu'on vous disait tout à l'heure sur justement... Pourquoi est-ce qu'elle a un militantisme qui est purement performatif? C'est parce qu'elle n'a pas besoin de plus. Quand t'avais un resto à 22 ans, etc., le seul problème que t'as en tant que femme, grosse, ce que tu veux, lesbienne, bah, c'est la question de la représentativité. Du coup, t'as pas besoin de chercher à ce que, par exemple, des jeunes queers ils puissent accéder à des logements, ce genre de truc. Tu te contentes de dire, voilà, je suis cette personne, j'incarne ça, je suis donc militante, je représente ce truc-là. C'est pour ça que c'est une façon de militer qu'on qualifie super souvent de bourgeoise, de capitaliste et de libérale. Parce que, bah, en fait, c'est hyper compatible avec ce mode de vie-là, quoi. Elle, ce qu'elle a besoin, concrètement, de son point de vue, la seule difficulté qu'elle va rencontrer dans sa vie, de par le fait d'être queer, bah, c'est que des fois, il y a des gens qui vont pas vouloir la programmer. Et c'est tout. Donc, la question... elle était à la cérémonie d'ouverture des JO, enfin, ça va. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ça fait partie de ces cuirs qui sont dans le showbiz maintenant. Il y a pas, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Philippe Catherine, il est peut-être un peu queer, j'en sais rien, je le connais pas, mais franchement, ça va sa vie, hein, tranquille. Hein. Moi, Philippe Catherine, faudra que j'en parle un peu en profondeur parce qu'il y a pas longtemps, je suis retombé sur des paroles de Philippe Catherine. Des trucs bizarres quand même, le ref, des fois. Ouais, bah moi je peux pas le blairer de toute façon, mais c'est de la haine de classe. Bah, moi je l'aime bien de base, mais je suis tombé sur des chansons où il parle d'enfants et de comment ils sont un peu sexy, et j'avoue que faudrait que je digue un peu plus le sujet, quoi. Parce que ouais. Non, c'est Loki pédo dans ses textes à des moments, quoi. Donc faudrait qu'on revienne un petit peu là-dessus aussi. Moi j'aime pas Philippe Catherine parce que dans mon village, le fils du plaquiste et le fils du facteur, ils écoutaient Rof, et le fils du notaire et du médecin, ils écoutaient Philippe Catherine, voilà. Pour moi, il y a un rapport de classe, bref. Mais bref. Du coup, sur ces questions de elle est queer, alors, est-ce qu'elle est visée parce qu'elle est queer? Non, elle est visée parce qu'elle est sioniste. Et les gens vont dire, il y a quand même beaucoup de queers qui sont visés dans le milieu de la musique. Alors oui, mais c'est parce que les queers sont les gens qui font la musique. Mais surtout, puis aussi autour de cette question de l'essentialisation, au bout d'un moment, on l'a déjà défendu par le passé. Donc si vraiment on était antisémite, on ne l'aurait pas fait. On l'aurait laissé se faire chier à la gueule durant toute la cérémonie des JO. Personne ne serait venu la défendre. Le fait est que c'est quand elle a fait de la
par rapport à la question du sionisme qu'on lui est tombé dessus et qu'on a commencé à la boycotter. Donc en fait, ça ne marche même pas comme argumentaire de nous dire que c'est purement antisémite, quoi. Ça ne marche pas. Mais je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de gens dire « Ah oui, vous vous acharnez plus sur elle que sur Johann Sfar, qui est beaucoup plus sioniste. » C'est vrai, et c'est pour une raison simple. Barbara Butch, elle a un clout de baiser, c'est une des plus grosses DJ françaises internationales. Johann Sfar, avec sa guitare, fait 200 vues sur YouTube. Mais personne sait qui c'est. Tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle de ce mec. Alors que Barbara Butch, elle a un poids et une importance. Et elle fait partie, et en particulier, genre justement, pour nous qui sommes queer, il y a un vrai enjeu aussi à se désolidariser d'elle, de fait, pour justement ne pas donner à manger à l'homonationalisme. Parce que j'ai un petit peu l'impression que parfois, on résume l'homonationalisme à ces espèces de bears bizarres là qui tiennent le collectif Eros, tu vois. Et on oublie de montrer qu'en fait, ça vient de la gauche. C'est pas un truc d'extrême droite à la base, l'homonationalisme. C'est récupéré par l'extrême droite parce que c'est particulièrement compatible avec leur vision du monde. Mais c'est un truc qui vient de la gauche aussi à la base. Et c'est représenté pas par des vieux bears qui font qui basiquement sont juste némésis. Il y a plus de communautaristes que de bears, hein, source-moi. Probablement en plus, très probablement, mais je veux dire, on a souvent cette image de le collectif Eros, c'est ça qui représente l'homonationalisme. Mais c'est juste une des expressions de l'homonationalisme, une des expressions les plus radicalement de droite. Mais à la base, l'homonationalisme ou même le fémonationalisme, c'était des meufs totalement de gauche, totalement compatibles avec la gauche de l'époque, qui racontaient par exemple de la merde sur le harcèlement de rue, qui expliquaient qu'en fait le seul problème aujourd'hui des femmes, c'est de se faire harceler dans la rue par des Arabes. Ça, c'était homonationaliste et c'était un discours de gauche à l'époque. Donc il faut aussi rappeler un petit peu d'où ça vient, quoi. Si tu remontes encore un peu plus loin dans le passé, aux USA, un des slogans pour le droit de vote des femmes, c'était « Vous n'allez quand même pas donner le vote à ces N-word plutôt qu'à vos sœurs blanches. » Donc on voit d'où ça vient. Tu vois, ça vient du progressisme. Il y a une part quand même de l'homonationalisme qui, à l'origine, vient du progressisme. Tout à fait. Et c'est parce qu'en fait, toutes les luttes, tous les thèmes de lutte ont des stratégies différentes, des publics différents, des ambitions différentes, et que le militantisme, c'est quoi? Si on est un peu synthétique, le militantisme, c'est vouloir renverser l'ordre établi ou tout du moins le changer. Parfois, il y a du militantisme qui consiste à le maintenir aussi, à le défendre. Oui, le militantisme de gauche, pardon, excuse-moi, t'as raison. Sauf que entre renverser et réformer et changer, il n'y a déjà pas la même ambiance, il n'y a déjà pas la même volonté. Et du coup, il y a déjà des tensions qui se créent et des schismes qui se font. Et c'est normal. C'est pour ça tout le truc de oui, on va faire une union avec toute la gauche et ensemble on va battre les... Non, parce qu'on n'est pas d'accord, qu'on ne veut pas la même chose et que ça tiendra jamais. C'est pas une bonne idée de faire ça. Exactement. Ce qu'on voit à chaque fois, c'est qu'il y a des gens qui veulent tout réformer pour faire des nouvelles lois en mode ça va être trop bien, on va être des super lois, sans vraiment changer la constitution, mais juste changer les lois. Il y a des gens qui veulent un bâton de dynamite, tout faire péter, repartir à zéro. C'est des projets qui sont très différents. Et Barbara Butch, elle fait partie de cette tradition de la gauche qui veut changer légèrement pour elle être incluse sans tout changer. C'est ça. Qui veut changer que partiellement. Sauf et du coup, ça se concrétise comment? Ça se concrétise en disant je veux que moi je sois intégré, donc je veux mettre en avant ma personne, donc des traits de ma personne. C'est du militantisme, du coup, d'individualité, pas de mouvement collectif. C'est ça. Et en fait, ça par effet de levier, ça vient à du coup chercher par ce truc de chercher à se faire accepter par les institutions, se faire accepter par la norme concrètement, te mène à très souvent, voire 100% du temps, distinguer les bons et les mauvais. Du coup, il y a les bonnes lesbiennes, les mauvaises lesbiennes. Il y a celles qui sont compatibles et celles qui ne le seront pas, tu vois. Celles qui sont prêtes à faire des compromis avec leur féminité, ce genre de choses, et celles qui ne le sont pas. Et c'est pour ça qu'on vous parle souvent d'intégrationnisme et de ce genre de... Et que le fait que la pensée, du coup, réformiste dont tu parles, c'est une pensée qui cherche l'intégration par la distinction, finit systématiquement, du coup, par se retourner contre la minorité de la minorité. Finit par se retourner contre les gens qui ne sont pas acceptables, en fait. Parce que quand tu regardes Barbara Butch, tu vois une photo d'elle, tu la connais pas, tu vois quoi? Tu vois une femme blanche? Tu vois une femme blanche grosse? Ça, ok, pas de souci. Mais tout le reste, tu vois juste une femme blanche. Enfin, genre, elle est très intégrée dans son rapport à la marginalité. Son côté queer, c'est pas écrit sur sa gueule. Nous, on en connaît des meufs où c'est écrit sur leur gueule qu'elles sont queer. On en connaît plein. Bah, nous, en fait, moi, genre correctement jusqu'à ce que je parle. Hein. J'ai pas fait assez de voice training. Par exemple. Et moi, je connais des femmes à barbe. Bah ouais. Donc, c'est pas la même chose. Pareil, sa judéité, elle n'est pas écrite dessus. Enfin, elle travaille pas constamment avec le chapeau, les papillotes. Enfin, il y a une intégration. Qui est ça se voit même pas dans son pseudo.
Bah en plus, oui. Je vais pas lui jeter la pierre d'avoir eu accès à l'intégration parce que c'est un choix personnel, parce que je m'en fous. Par contre, du coup, si tu as accès à l'intégration, si tu es sorti de la marge, tu ne peux plus la revendiquer quand ça t'arrange pour te sortir des positions qui t'arrangent. Exactement. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et même si on écoutait ces trucs de oui, c'est parce que je suis juif, c'est parce que je suis queer, etc., même si on est dans cette optique-là, ça marche même pas parce que le chat. Est-ce que vous vous souvenez le chat de ce qu'on a organisé en décembre 2023, de ce que Tzedek a organisé en décembre 2023? Vous vous souvenez sûrement pas. En décembre 2023, Tzedek avait organisé une rencontre avec Judith Butler. Judith Butler, genre une grande personne qui a jamais théorisé le genre. Ah, juste ça. Enfin, non, juste ça. Mais qui est une des plus grandes théoriciennes du genre, mais qui est aussi une grande théoricienne de l'antisémitisme et de ses récupérations. Ce qui se témoin. Mais elle a aussi beaucoup écrit sur le sujet, sur Israël, sur la Palestine, etc. Et du coup, Tzedek avait organisé une rencontre pour discuter avec elle en décembre 2023. Et la mairie de Paris l'a fait annuler. La mairie de Paris, où il y avait le PS, où il y avait ELV, où il y avait le PCF. La mairie de Paris l'avait fait annuler. Judith Butler est une femme queer, est une femme juive. Tout pareil. Exactement la même chose. Bon, elle est pas grosse. Oui, pardon. Peut-être c'était juste ça qu'il fallait pour basculer, peut-être. Ah, peut-être. Mais sinon, c'était la même chose. C'était la même chose et ça a été annulé par les pouvoirs publics, pas par 100 personnes dans un festival. Donc voilà, il y a une sorte d'hypocrisie, quoi. Et est-ce que vous avez vu tous les médias et toute la gauche réformiste dire c'est terrible, on a eu une femme juive queer? Non. Pourquoi non? Déjà parce que Judith Butler a des choses plus intéressantes à dire que je suis juive et queer. Elle a quand même écrit 2-3 trucs qui ont un peu changé la face de la gauche, pardon. Et surtout parce que en fait c'est pas ça le sujet. Même pour eux c'est pas ça le sujet, c'est pas vrai. Le sujet c'est qu'est-ce que tu défends. Et puis il n'y avait pas moyen avec le truc de Judith Butler d'en faire un drapeau contre la France Insoumise aussi, tu vois. Genre ça joue aussi, en vrai, il n'y avait aucun moyen d'instrumentaliser ça contre la gauche, du coup ils s'en sont battus les couilles, quoi. L'antisémitisme ça les intéresse pour taper sur Méluche, c'est tout. Judith Butler est non-binaire, je ne sais pas, je ne sais plus. Si c'est le cas... Je crois qu'il y a les non-binaires. Parce que bien sûr elle nous regarde. Bien sûr. Elle nous regarde du coup. Ah, j'ai encore trompé. Bref. Judith, on t'embrasse au message. Exactement. Mais moi, je lui ai parlé du coup. En vrai, je suis un peu low-key jalouse. Ah, tu serais plus jalouse de moi qui parlais à Angela Davis, mais bon, bref. Donc, c'est bon, j'arrête de flexer. Arrête, ouais. Je disais que quand Judith Butler, du coup, a été annulée, ça n'a pas été un tollé sur les identités parce que, en fait, nous, on n'a pas utilisé ce terme-là parce qu'on avait des choses plus intéressantes à dire. Barbara Bush, politiquement, n'a rien à dire, à part sa signature sur la loi Yadan. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça aussi que, elle peut pas juste résumer ça à c'est parce que je suis. En fait, genre, tu peux pas t'essentialiser toi-même alors que précisément les opposants sont des gens qui t'ont déjà soutenu à une autre époque. Précisément, encore une fois, je trouve qu'il y a vraiment un contre son camp assez fort de juste se contenter de dire voilà, c'est parce que je suis queer, parce que je suis ceci, parce que je suis cela. Bah non, parce qu'à l'époque où t'étais déjà queer, t'étais déjà une femme grosse, t'étais déjà juive, on t'a défendu en fait. Genre, donc ça peut pas être à cause de ça, tu vois. Enfin, c'est au bout d'un moment, c'est aussi que ça par moment. Genre, it's not that deep, tu vois. Genre, t'as soutenu la loi Yadan, les gens te boycottent, c'est tout. Genre, t'as pas répondu politiquement à ce reproche-là, tu t'es contenté de te tokeniser, donc les gens continuent à te boycotter. Fin. Point. La loi Yadan, c'est un des premiers signataires, il y avait quand même Manuel Valls. À quel moment, quand tu t'associes avec Manuel Valls, on va pas t'engueuler? Enfin, le chat, si un jour la fin, je signe un truc avec Manuel Valls, j'aimerais bien que vous allez dinguer. Vous aurez raison. Vous aurez raison de nous boycotter. Genre, moi, si un jour on signe un truc avec Manuel Valls, je veux que vous soyez tous dans le chat à nous insulter, d'accord? Je veux que ça devienne compliqué pour nous de streamer, c'est normal. Mais oui. Enfin. Je vais reparler un peu du boycott. Parce que j'ai quelques trucs à dire. Parce que j'ai quelques attaques qui sont un peu marrantes. Le boycott culturel, les gens, vous entendez beaucoup parler depuis quelques années, mais dites-vous que le boycott culturel, ça date depuis vraiment longtemps. Mais genre, vraiment longtemps. Ça fait plus de 20 ans que ça existe. Les premiers mouvements de boycott culturel, c'est 2002. J'avais 5 ans. En 2002. Oh ouais, on a dit en même temps. Ah, let's go. Mais oui, c'est 2002, il y avait déjà un boycott universitaire et culturel qui était lancé par des organisations qui ensuite ont fusionné pour rejoindre BDS. 2002. Et à l'époque, il y avait les mêmes arguments. Les mêmes.
Tout simplement. Le boycott est non-stop depuis 2002. BDS existe depuis, je crois, 2008. Mais là, il faudrait vérifier, je suis pas sûr. Et les campagnes de boycott de BDS se font sur plusieurs volets. Il y a le boycott économique que vous connaissez sur SodaStream, Coca, Carrefour, etc., etc. Mais il y a des boycotts universitaires qui, nous, vu qu'on travaille vraiment dans le vrai monde et qu'on n'est pas des putains de bourges qui sommes payés à rien à se branler sur des copies doubles, bah on en entend moins parler, forcément. Voilà, ça c'était mon moment anti-intellectualiste. On entend moins parler. Il y a le boycott sportif aussi. Se branler sur des copies doubles. Le fait que beaucoup de clubs de sport israéliens sont bannis de pas mal de circuits internationaux. Ce boycott sportif, il y avait le boycott culturel jusque très récemment qui tenait assez fortement. Le truc sur Nadav Lapid, c'est parce que il y avait un festival de films décolonial qui avait gueulé pour que Nadav Lapid ne soit pas programmé chez lui. Parce que c'est un Israélien. Désolé, j'ai eu une absence. Lapine Nadav Lapid. Ah, pardon. Non, pas Lapine. J'enlève ce que j'ai dit. Continue. Mais juste, le boycott dure depuis quasiment 25 ans. Et sauf que vu que tout le monde s'en foutait avant le 7 octobre de la Palestine, les gens découvrent ça maintenant en mode « Oh, mais ça existe, mais c'est terrible, il faut taper contre ». Mais ça existe depuis 25 ans. Rejoignez votre BDS local, parce que vous connaissez, je finis pas une capsule sans vous inciter à faire des trucs. Rejoignez votre BDS local, vous allez voir, c'est des vieux qui sont là depuis 25 ans. C'est un truc qui est ultra classique, le boycott. Alors là, effectivement, il y a des gens qui disent qu'il y a eu des jets de bouteilles de bière, des gens qui disent que non, j'en sais rien, j'étais pas là. Moi, j'ai des potes qui étaient là qui m'ont dit des trucs différents. Oui. Des gens qui ont acheté des trucs. Peut-être. Mais en même temps, au bout de 25 ans... En fait, non, au bout d'un moment, le truc qu'il faut... Je suis désolé, le vrai truc qu'il faut dire, c'est s'il y a eu des bouteilles qui ont été envoyées, c'est pas grave par rapport à un putain de... Encore une fois, désolé de rappeler ces termes-là, c'est pas très grave de se faire insulter à un concert. D'accord ? Genre, il y a des enfants qui meurent. Je voulais faire des pépites aujourd'hui, et finalement, je pense pas que je vais avoir le temps de les faire, mais j'en avais trouvé notamment une, les gens. Genre, ça, c'est une vidéo hyper récente, tant pis, je la balance maintenant, c'est pas très grave. Vidéo hyper récente en direct, du coup, à Gaza, où on a un ministre israélien qui marche dans la rue en mode c'est bon, genre, on va pouvoir contrôler toute la bande de Gaza, on y va, c'est parti. Ça, c'est grave, en fait. Ça, c'est vraiment grave. Ouais. Je vous rappelle que il y a des célébrations avec 200 personnes qui chantent « Tuez tous ces rats d'arabes, tuez-les tous ». Voilà, c'est autrement plus violent. En Israël, il y a eu des manifestations pour autoriser les soldats israéliens à violer des Palestiniens en prison. Il y a eu des manifestations pour leur donner ce droit. On en est là de violence, on en est là d'horreur. Je vous rappelle que un des trucs qu'on reproche à Barbara Bush, parce que le chat dit « Ah oui, vous n'avez pas parlé du fait qu'elle avait mixé pour l'ambassadeur français en Israël. » Si, on en a parlé un peu au début, mais si on revient un peu dessus, elle a mixé pour l'ambassadeur du coup français à Jaffa, qui est le nom palestinien de Tel Aviv. Elle a mixé, pas juste elle a fait un festival, non, elle a mixé dans ses jardins de sa résidence. Privé, c'est jardin privé, genre. Elle a mixé chez lui et elle a mixé en juin 2025. En juin 2025, c'est le moment où l'ONU lançait des alertes de partout sur le fait qu'il découvrait que faisait un génocide par dénutrition. Un génocide par dénutrition, ça veut dire des politiques d'affamement. C'est ça. Et elle est allée mixer dans les jardins privés de l'ambassadeur à Jaffa. Vous vous rendez compte de l'indécence? C'est marrant parce qu'il y a toujours du monde pour dénoncer. Il y a toujours du monde pour dénoncer l'Holodomor, le machin là qui se disant Staline machin, qui affame tout le monde. Par contre, dès que c'est sur des Palestiniens, mais comment tout le monde s'en branle, qui crèvent de faim. Quand on organise des famines monstrueuses, tu vois, même en Éthiopie ou dans des endroits comme ça, comment on s'en bat la race, c'est fou, hein. Alors que c'est la même chose, hein. C'est vraiment genre, ces gens vont mourir de faim. En 2008, après la crise des subprimes, les investisseurs se sont dit l'immobilier c'est trop volatile, on va plutôt spéculer dans les matières premières. Ils ont fait gonfler le prix du riz de 30%, ils ont enclenché 3 familles en Afrique. Tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en fout. Mais par contre, il y a 3 jets de bouteilles, de suite, c'est une affaire nationale. Et puis, il y a 3 jets de bouteilles. Du coup, les gens sont en mode ah, mais c'est pas pacifique, il faudrait faire des trucs pacifiques. Vous vous rendez compte, vous serez mieux si vous étiez pacifique. Nadav Lapid, le boycott était pacifique. C'était 12 réalisateurs qui ont été anonymes, qui ont discrètement démissionné d'un festival. Il n'y a pas plus pacifique que ça. C'est clair. Il n'y a pas plus pacifique. Ça a été une affaire d'État pendant 3 mois. Le pacifisme ne marche pas. Ne vous laissez pas gaslight par le chantage à la paix.
Pas le pacifisme, la non-violence. En vrai, genre, moi je suis un peu chiante avec ça, en mode le pacifisme, c'est une doctrine politique un peu précise qui n'exclut pas la violence. Je rappelle la ligne, ici, on n'est pas pour la paix, on est pour la justice. Exactement. On n'est pas pour la paix, on est pour la justice. Pas de justice, pas de paix en fait, hein. Enfin, c'est aussi basique que ça. Pas de paix. Il y a quelqu'un... Une paix injuste, c'est pas une paix, c'est une guerre cachée. C'est ça. Il y a quelqu'un dans le chat qui pose une question qui, je pense, est quand même un peu intéressante à répondre, justement. Qui dit, en gros, j'ai parlé de cette affaire à un ami, et il me disait que même... Attends, pardon, j'ai perdu le fil. Non, j'ai parlé de cette affaire à un ami, il me disait quand même que s'attaquer à des individus et faire des dégâts matériels, entre parenthèses par exemple dans les supermarchés, ça n'impactera pas les grandes institutions, et ça fera seulement souffrir les individus. Bon, il n'est pas trop non plus pour mettre la pression aux gens, tout ça. Je sais pas trop comment répondre. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Je vais répondre à ça avec ma data KGB Sharp de zinzin. Attends, tac, je reprends mon truc, hop. Je vais vous sortir, hop, un rapport de l'Institut Reut, qui est un think tank israélien qui date de 2010. Oula. Ouais, les datas. En 2010, il y a un rapport de Reut, qui est un gros think tank israélien, des plus gros, qui a influencé la politique du gouvernement israélien, qui l'a appliqué par la suite, qui, en gros, dit que le gouvernement israélien doit consacrer des ressources substantielles pour attaquer, voire saboter les mouvements de boycott dans le monde, dans ce que Reut appelle les pôles internationaux. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, jusqu'à 2010, Israël considère que le génocide, la colonialisation, etc., c'est militaire, et que donc il faut tirer sur les Palestiniens, tirer sur le Hamas, tirer sur le Fatah, tirer sur le FLP, il faut tirer. Reut, ça arrive en 2010 en disant non, tirer c'est bien, mais attention, parce que pour maintenir la colonisation, il faut se débattre, il faut rester impérialiste sur deux volets, le volet militaire et le volet culturel. Et Reut met en garde sur ce qu'ils appellent un réseau de délégitimisation. En gros, il parle du boycott. À partir de 2010, l'État israélien considère que les réseaux de boycott sont une menace aussi importante que la résistance armée du peuple palestinien. Donc si vraiment... Donc en fait, c'est perçu comme une menace. Genre, en fait, et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas qu'un individu. Quand tu boycottes Barbara Bush, c'est pas l'individu que tu boycottes, c'est aussi justement ce qu'elle représente, ce qu'elle incarne. Je veux dire... Tu peux tomber dans une espèce de piège infini où à la fin, tu reviens tout le temps sur des individus et du coup, tu dis tout le temps, ça fait souffrir des gens dans leur individualité et donc du coup, tu peux rien faire au final. C'est ultra paralysant comme façon de penser, cette espèce de, comment dire, de relativisme absolu, tu vois. Exactement. Pour Israël, c'est une menace aussi grande que la lutte armée. Rendez-vous compte à quel point c'est important du coup, parce que si Israël dit ça, c'est pas au pif. Si Israël se met à dire que BDS est la forme d'antisémitisme la plus aboutie du 21e siècle, c'est qu'ils se sentent menacés. Et vu les moyens qu'ils ont, vu les capacités d'analyse et de renseignement qu'ils ont, s'ils disent ça, c'est qu'ils ne se sentent pas menacés à tort. C'est que ça menace vraiment quelque chose. Israël ne tient que parce que c'est une base avancée de l'Europe au Moyen-Orient. Israël ne tient que parce qu'elle a le soutien de l'Occident, un soutien inconditionnel. Rappelez-vous ce que disait le Parlement. Si on arrive à éroder ce soutien, même pas forcément politiquement, mais même juste culturellement, financièrement, économiquement, dans leur soft power, ça les fragilise énormément, ils se retrouvent isolés, ils n'ont plus de moyens de survivre. Et c'est aussi pour ça que pour eux, la stratégie de queerbaiting, de pinkwashing est aussi importante. Et qu'ils ont autant de mal à ce qu'on la remette en question. Parce que c'est important. Pour eux, ça fonctionne. Exactement. Donc, le boycott marche. On a vu des... alors, moi, je me rappelle, c'était il y a 2 ans, je crois. J'ai vu des images un peu zinzin qui étaient prises au Koweït devant un grand magasin Carrefour. C'était une caméra de surveillance qui était mise en time-lapse. Sur toute la journée, il y a eu 2 clients qui sont rentrés dedans. En 24 heures. Sur un grand Carrefour. Ça fait perdre de l'oseille. Ben oui, il y a des marques qui ont cessé leur engagement avec à cause du boycott. Puma a retiré son sponsor des clubs de foot. Ça les a fait chier. Et d'ailleurs, BDS, là où ils sont justement sérieux et où moi j'ai tendance à critiquer beaucoup d'appels au boycott qui sont faits parfois par la gauche, à se faire un peu naze. Justement, ce qu'il y a avec BDS, c'est qu'ils ont tendance à tenter de chiffrer le truc. Ils chiffrent en mode, si on fait perdre tant de pourcentage de clients à telle enseigne, elle ne peut pas survivre. Ça la mettra en redressement judiciaire si on fait ça plus d'1 an. Et donc en fait, ils le pensent de manière à ce que ça ait des conséquences. C'est pas du boycott moral. L'objectif, c'est pas simplement justement de boycotter pour se sentir bien dans sa peau, parce que voilà, c'est quelqu'un de mal qui fait quelque chose de mauvais, donc on va la boycotter parce qu'elle fait quelque chose de mauvais. Il y a un vrai objectif derrière, concret, mesurable,
moins mesurable pour une Barbara Bush, parce que ça va plutôt être sur du coup des questions de communication qu'à proprement parler sur des questions de rentabilité pour des enseignes, mais néanmoins important. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un backlash, et c'est aussi pour ça qu'il y a tout ça. C'est parce que ça fonctionne et parce que c'est important. Et le boycott, c'est comme la révolution. Ça ne marche que si c'est collectif. Vous boycotterez pas tout seul. Si vous tout seul, et vous organisé, pas seulement collectif. C'est organisé. Oui, bien sûr. Oui. Si vous dites cette marque-là, je l'aime pas, je vais la boycotter, il s'en branle. Par contre, si on a un réseau international avec 200 000 personnes qui arrêtent de consommer du jour au lendemain, là, il y a moyen que ça les fasse un peu chier. Si en plus d'arrêter de consommer, qui est un boycott passif, on passe au boycott actif, c'est-à-dire campagne d'agite-propre, par exemple, c'est-à-dire dégradation de matériel, c'est-à-dire action même non violente de destruction de denrées, blocage de magasins, ce genre de choses que fait BDS, par exemple. BDS, encore récemment, ils ont réalisé un die-in devant Carrefour. Aucun client n'a pu rentrer pendant 2 heures. C'est du boycott actif. C'est ça. Ça inclut aussi jeter des trucs sur des vitrines pour péter des choses. Et ça inclut aussi, parfois, il y a une bouteille qui part, et c'est normal. Et même si je devais pousser plus loin, c'est là aussi la différence entre le boycott consumériste et le vrai boycott politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire passer le boycott, du coup, pas comme étant une façon de militer par la consommation. À savoir que c'est parce que vous êtes des consommateurs qui choisissent ce que vous allez consommer que vous allez avoir du pouvoir. Ça, c'est un discours que je déteste, typiquement, tu vois. Parce que, non, c'est plus compliqué que ça, en fait. Hein. C'est pas pareil d'acheter et de voter, quand même, au bout d'un moment, stop. À quelque chose qui est vraiment politiquement organisé, construit et qui tente de faire avancer les choses. C'est pas simplement dire il faut consommer différemment et ça va résoudre les problèmes. C'est lorsque tu fais lorsque t'empêches les gens d'entrer dans un carrefour, ça dépasse très largement le simple militantisme individuel. T'es obligé d'être avec d'autres gens, de t'organiser, de faire un truc collectif, quoi. Et oui, le fait de voler, ça compte comme du boycott actif, bien sûr, il n'y a pas de souci. Tout à fait. C'est comme détruire pour eux, c'est une perte, c'est exactement pareil. Le boycott marche, et vous savez à quoi on mesure l'efficacité d'un acte révolutionnaire? C'est à la réaction que ça engendre dans le pouvoir en place. Le boycott marche, la preuve, c'est que ça fait 3 mois qu'on parle de Nadav Lapid et que les gens perdent leur merde dès qu'on évoque ça. C'est que ça fait quelques jours là qu'on parle de Barbara Bush et qu'il y a tout le bloc bourgeois qui fait bloc pour la soutenir. Ça montre que ça a un intérêt. Si vraiment ça n'avait aucun intérêt, on n'aurait pas parlé. Vraiment pas. C'est ça. Et vas-y. Non, juste pour c'est un autre sujet, la même personne qui pose une autre question sur le fait qu'on reproche souvent aux casseurs d'impacter surtout les employés responsables d'un magasin plutôt que les leaders de l'enseigne, etc., etc., etc. Ça, faut répondre au fait que le fait que ça soit l'employé qui souffre de cette perte matérielle, c'est pas un choix des casseurs, c'est un choix de l'entreprise. Quand on pète un McDo, si ça retombe sur l'employé de chez McDo, c'est la faute de McDo, pas la faute des casseurs. McDo, ils ont largement les moyens que ça se passe très bien, tu vois, et que ça n'impacte pas leurs employés, en fait. Mais ils font le choix que non, de manière à justement pouvoir avoir un argument à ressortir en disant, regardez, en fait, vous en prenez à des travailleurs. C'est une stratégie de la part de la bourgeoisie de nous faire croire qu'en fait, on serait en train de s'en prendre les uns aux autres plutôt qu'à eux directement, alors que quand tu t'en prends matériellement à des moyens de production, genre un restaurant McDo, c'est à eux que tu t'en prends en vérité. Parce que il appartient pas aux employés, tu vois, toujours pas. Ça reste des gens qui se font exploiter, quoi. Et puis, c'est pas vrai que ça casse plus les couilles aux employés qu'aux patrons. C'est pas vrai. Je suis désolé, moi, je bosse dans un McDo, je mets des frites toute la journée. Un mec vient péter 3 trucs et du coup, je rentre et je suis au chômage technique. Ça me casse pas les couilles. Non. Pas du tout. Et autre truc, les gens qui disent oui, ça casse les couilles aux employés, c'est jamais les gens qui vont réaliser des actions pour casser le siège social. Mais en même temps, le siège social, il est protégé par une vingtaine de stormtroopers au milieu du quartier de la Défense de Paris, entouré par des tonnes de caméras. Alors, siège social, ok, mais les bureaux, pas toujours. Si on parle de McDo, à Lille, il y a des bureaux de McDo. Ils sont à Los, je crois, ou à l'Épide-Soil. Ils sont protégés par rien du tout. Ils sont au milieu des champs, à côté de Bayer et à côté d'un hôpital. Et on pourrait aller casser des trucs là-bas. Genre, c'est un immeuble de bureau. On pourrait aller casser des trucs. Mais après, tout le monde va s'en... Mais oui, mais les gens qui sont en mode oui, mais ça va faire chier les employés, ne proposent jamais de le faire. Parce que ce qu'ils veulent, c'est pas protéger les employés et rediriger la violence vraiment contre les patrons. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus de violence parce qu'ils sont pas du camp des révolutionnaires. Oui, non, c'est vrai, c'est exactement ça, t'as raison. C'est toujours, en fait, c'est toujours des arguments qui vont te pousser à te faire de l'anti-violence au final et à te faire comprendre que la violence militante, elle est pas légitime, qui cherche à délégitimer la violence militante. Mais en fait, ce que tu te rends pas compte avec ce genre de discours, c'est que ça fait passer beaucoup de la violence de l'État, à savoir, par exemple, la violence sociale, le fait que, en fait, il y a des gens qui puissent pas manger. Il y a des gens,
On leur refuse le fait de manger ou de se loger parce qu'ils sont trop pauvres. Potable. Imagine, genre, ce serait trop cringe si genre mon proprio avait niqué mon chauffe-eau, que ça faisait 2 jours que j'avais pas d'eau. Imagine. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est une violence qui va être mise sous le tapis. Et quand ces gens qui vivent ces trucs-là, ou parce que parfois ils sont dans des trop mauvaises situations, ils peuvent même pas le faire eux-mêmes, et que du coup des gens qui sont proches de ces gens-là ou qui s'occupent d'eux finissent par faire du militantisme en allant casser des trucs, et bah au final, on qualifie leur violence à eux en mettant sous le tapis la violence qu'ils ont vécue et qui les a menés à cette violence-là. Encore une fois, la violence dans l'affaire autour de Barbara Butch, c'est la violence du génocide. Le fait qu'il y ait des gens qui l'aient caillassé et tout, c'est pas ouf, mais c'est que dalle par rapport au génocide. Il faut rappeler où est la vraie violence. La violence, c'est pas celle des casseurs. La violence qui fait vraiment du mal, la violence qui s'abat sur nous et qui s'abat sur d'autres gens encore, c'est une violence... C'est cette violence-là qui est importante, c'est cette violence-là dont on devrait parler, et de tenter de juste tout le temps faire un surfocus sur la violence des manifestants, ou sur la violence des gens qui boycottent, ou sur la violence de je sais pas quoi, c'est une manière d'invisibiliser la violence qui a donné naissance justement à ce mouvement politique-là, à ce moment-là. Oui, bah oui. Et pour finir de répondre du coup à la personne qui posait ces questions-là, la prochaine fois que quelqu'un te dit « ton action n'est pas légitime parce que », demande-lui qu'est-ce que tu proposes comme alternative concrète. Ouais, c'est ça. Et vois quelles sont les solutions proposées. Que si la personne te dit cette action-là n'est pas ouf, viens plutôt, on va être plus radical et faire ça autrement, et comme ça on va aller taper directement la bourgeoisie, c'est quelqu'un avec qui tu peux peut-être discuter. Si la personne te dit je sais pas mais pas ça, bah, on va le chier. C'est ça, où il te dit si moi j'ai une solution alternative, faut qu'on écrive des tweets. Oui, bah super. Bon, bah ça, c'est une main dans la gueule, hein, normalement. Imagine, il te dit, ma solution à moi, c'est qu'on fasse des streams pour parler de politique. Oh, l'enculé. Ah, ouais, quel fils de... Les gens qui font ça, c'est trop grave. Hein. Ils pensent vraiment, ils changent des trucs, ces fils de... Ah, je les déteste. Trop grave. Hein. Trop grave. Si, genre dans le commentariat, comme ça, là. Ah, insupportable. insupportable. Non, par contre, plus sérieusement, pour conclure, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo qui peut être intéressante à réagir. Où apparemment, du coup, elle serait passée à Libération pour se justifier, pour expliquer ce qui lui est arrivé, Barbara. Donc peut-être ça vaut le coup de finir sur ça. Ah, je veux bien que tu me fasses un partage, du coup, s'il te plaît. Tout à fait. C'était quand même caillassé, les gens prenaient, il y avait des personnes qui prenaient des cailloux, qui me l'envoyaient sur les platines. Après l'interruption de son concert à Grenoble, Barbara Butch s'exprime en exclusivité pour Libération. Samedi 18 juillet, des militants pro-palestiniens, dont des membres... Alors, Libé, toujours au bon endroit, au bon moment, hein, par contre. Attends, juste un truc, ça c'est un petit troll. J'ai été caillassé, bah oui, balancer des pierres, c'est une tradition palestinienne. Oh, waouh. Tu sais que j'y ai pensé, j'ai pas osé la faire. Hein. Non, mais vraiment, elle pleure pour des cailloux alors qu'en France on fabrique des missiles qui vont partir pour bombarder la Libye. Oh. Des drones. La Syrie. Sont automatiquement conçus pour viser des enfants. On fabrique, et c'est à Grenoble d'ailleurs au passage, parce qu'on parle de Grenoble. Ah ouais. Elle est en mode je me suis fait caillasser à Grenoble. Moi je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà travaillé dans le laboratoire qui était collé au laboratoire qui fabrique les puces de drones israéliens. AST Microelectronics, à Grenoble, c'est à côté de Felma si vous demandez où c'est, si jamais vous voulez caillasser un truc au passage. Eh ben, ST Microelectronics, à Grenoble, on fabrique des armes pour qui ont été utilisées dans la destruction d'hôpitaux et d'écoles. Ça a été prouvé et sourcé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on est quand même allé jusqu'à aller dans les décombres des écoles et des hôpitaux, retrouver les puces des drones, retrouver le matos pour pouvoir faire sourcer, pour pouvoir bien montrer aux gens que ça vient d'ici, du terre-terre. Donc, le chat dit qu'ils étaient au concert avec les cailloux, c'est faux. Je crois qu'il y a quand même des trucs qui ont été jetés, la vérité. Bah alors, moi, j'ai entendu des bouteilles de bière. C'est possible. Mais le fait est que oui, ça a été un peu violent quand même. Ok, combien de jours d'IDT? Non, mais et puis surtout, encore une fois, ce qu'on reproche à l'État, c'est autrement plus grave que de caillasser quelqu'un. Genre, encore une fois, enfin... Oui. C'est toujours le même truc. L'élu de la France Insoumise proteste contre sa venue après plusieurs semaines d'appel au boycott liés à la signature d'une en soutien à la proposition. Mais oui, surtout, ça c'est un truc qui m'énerve, d'autant plus que, et je vais le dire très sincèrement, à Grenoble, la France Insoumise, c'est pas pareil qu'ailleurs en France. Parce que ici, pour le coup, on a... Non, en fait, c'est juste que on a. Alors déjà, je trouve qu'ils sont un poil plus radicaux que la base. Donc en vrai, en règle générale, j'ai tendance à préférer les militants FI de Grenoble que ceux d'ailleurs. Ça reste un peu réel, tu vois. D'autant plus qu'à chaque fois qu'ils font un truc un petit peu qui moi me fait kiffer, ça se voit que eux-mêmes ils sont en mode genre ouais ça, je sais pas si la centrale elle est très très chaude. Mais donc du coup, j'ai quand même de la sympathie pour eux. Mais toujours est-il que
ce qui est présent à Grenoble, c'est une vraie culture autogestionnaire, anard. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont chauds pour organiser des cantines à prix libre que pour militer pour Mélenchon à Grenoble. Donc, ils n'ont pas une très grosse... Pareil à Lille. Voilà, je sais. Mais c'est un peu de villes qui se ressemblent par rapport à ça. Et on a, du coup, pas... Comment dire ? La France Insoumise est très populaire à Grenoble parce que c'est une ville étudiante. Donc, ils sont populaires. Par contre, ils n'ont pas une très grande capacité de mobilisation. Ça, c'est un autre sujet qui est, je trouve, plus important. C'est-à-dire que la France Insoumise, là, en tout cas, sur le truc de Barbara Butch, ils n'auraient pas pu mobiliser autant de gens s'ils s'étaient pas appuyés sur les groupes locaux, sur les organismes locaux, sur justement tous nos organes, nos machins, nos trucs, etc. Parce que, en fait, ils sont pas vraiment très capables de mobiliser. Il y a plein de gens qui ont de la sympathie pour eux, tous ces gens qui sont étudiants, mais qui sont pas voués à rester à Grenoble. Les gens qui restent à Grenoble, souvent, c'est des gens qui, enfin, après leurs études, qui vont rejoindre des organes militants qui sont plutôt critiques de la France Insoumise. Donc pareil, résumer le mouvement de boycott autour de Barbara Butch à l'AFI, alors que l'AFI fait juste suivre un mouvement plus global qui est lié à la résistance palestinienne, ça fait toujours un peu chier, ça fait toujours souffler, quoi. Je ne sais pas s'ils étaient là au concert, ils le diront s'ils le souhaitent, mais je sais que l'OST a signé des tribunes. L'OST Grenoble a signé des tribunes contre Barbara Butch. Ouais, carrément, carrément. Nous, on a des membres de SEDEC qui sont à Grenoble et qui nous disent que c'est très interorga la lutte à ce sujet. Ouais, c'est pour ça qu'à Grenoble aussi, on a déjà été cité et on devrait être plus souvent cité comme exemple justement de lutte unitaire qui fonctionne vraiment, d'une vraie alternative au concept de convergence des luttes pour parler de lutte unitaire justement, parce que moi à Grenoble, dès le 7 octobre, les orgas trans, elles ont milité à côté des orgas palestiniennes. Alors qu'il y a plein de villes où ça a été quand même beaucoup plus compliqué. À Grenoble, on ne s'est même pas posé la question. Tout à fait. Et il y avait des magnifiques photos avec des drapeaux OST et UP à côté qui rigolaient, c'était trop bien. C'était magnifique. Ça l'est toujours d'ailleurs, hein. Au passage, chaque Pride, à l'OST, on accueille les membres des orgas palestiniennes pour qu'ils viennent avec nous. Enfin, ça va toujours dans les deux sens, quoi. Pour nous, l'aspect unitaire de la lutte, c'est vraiment quelque chose de très important, quoi, à Grenoble. Donc, voilà, ça pour dire, juste me dire, c'est la faute à la France Insoumise, c'est encore Mélenchon, le vieil antisémite, c'est bon, stop, en fait. C'est la réalité militante à Grenoble est pas du tout celle-là, quoi. Ouais. Les gens à Grenoble, on lui chie dessus à Mélenchon, mais vous savez pas à quel point. De la loi Yadan. Selon la mairie, des bouteilles en verre et d'autres projectiles ont été lancés vers Barbara Butch. La DJ a dû arrêter son set et quitter la scène. Une enquête a depuis été ouverte. En fait, déjà avant d'arriver, j'étais quand même très sous pression. J'étais déjà dans un mood hyper angoissé. Moi, en même temps, on a appelé à boycotter ton concert. J'espère que t'avais un peu d'angoisse. Oh, mais tu comprends pas, elle était hyper angoissée. Ah ouais. Hein. C'est-à-dire que vraiment, on lui a dit, les génocides, c'est pas ouf, et ça lui a fait vraiment mal dans son petit cœur. Je pense que les enfants palestiniens doivent pas être trop angoissés par rapport à elle, quoi. Genre, ou les militants qui sont en train de se faire niquer par une loi qui va leur interdire d'avoir un discours politique, littéralement mis en prison par l'institution policière. Et les militants qui étaient là et qui ont manifesté, qui vont se retrouver avec une enquête policière sur le dos, qui vont se faire choper, emmener en garde à vue, apologie du terrorisme et finiront en tôle, peut-être ils vont se sentir un peu angoissés aussi. C'est ça, hein, peut-être que la loi Yadan, elle est aussi vecteur d'angoisse. Je sais pas. Je veux continuer à faire passer mon message, qui est un message de lien, d'amour. Oui, littéralement, quelqu'un dans le chat qui dit ça, mais c'est pas tout à fait faux. Si la loi passe et tout, la VOD que vous êtes en train de regarder, les gens, si vous regardez sur YouTube ou les gens en live, pourrait devenir illégale. Hein. On en est là quand même. Tout à fait. Alors non, mais tu comprends, elle fait passer un message d'amour, de joie et de lien. Je pense que le lien, elle parle du lien qui lie les mains de la je pense, qui les empêche de vivre. C'est trop grave. Puis c'est pareil, genre. Les messages je vais faire ma Viktorovitch. Attends, je vais faire ma Viktorovitch. Mais ça, c'est juste un concept mobilisateur, l'amour. T'imagines, genre, tu dis oui, moi je passe un message d'amour, de paix et de joie. Qui est contre ça? Qui est contre l'amour, la paix et la joie pétasse? Tu ne dis rien. Tu ne dis littéralement rien. La Coupe du Monde avec un gros love, football is love, dans le pays de l'impérialisme. Oh, je te jure. Ah, c'est terrible. Grave. Mais ça, mais je pense qu'elle est sincère parce que il y a ce tropisme, cette structure mentale dans les milieux artistiques et culturels de moi je suis là pour faire passer des choses positives et du coup je ne veux pas de choses négatives. Du coup je ne veux pas de conflit, donc je ne veux jamais de guerre, donc je veux la paix, donc je ne veux jamais corriger les injustices. Jamais. Je veux le statu quo en permanence. Et puis surtout, c'est encore une fois, c'est très facile
quand t'es dominant, de ne rien revendiquer comme ça. De revendiquer des trucs de hippie de merde. Genre, désolé, mais en mode, des valeurs abstraites, nulles à chier comme ça. Bah évidemment, quand toi, t'as pas de problème vraiment à proprement parler, c'est facile. Encore une fois, c'est facile. Parce que même les trucs hippies, tu dis les trucs hippies, les trucs peace and love, du coup maintenant tout le monde dit ça, ok? C'est le fucking hippie. Pardon. Avant d'être peace and love, le slogan c'était Love Not War. C'était un mouvement de refus de conscription. Oui, c'est vrai qu'à la base, c'était beaucoup plus politique. Là, il y a un truc, c'était le refus de la guerre du Vietnam, l'antimilitarisme, des franges radicales qui faisaient des attentats terroristes. Enfin, il y avait un truc de refus de la guerre et d'anti-impérialisme dans le mouvement hippie. Ce qu'ils ont retenu, c'est moi j'aime bien quand les gens ils s'aiment. Je suis très intelligent. Quand les gens ils s'aiment, c'est bien. Quand ils s'aiment pas, c'est moins bien. Du coup, moi je veux que les gens ils s'aiment. Donc mon message, ça va être qu'il faut qu'on s'aime quand même. Et c'est tellement facile. Genre, surtout bah, du coup, quand le discours de la FIFA. Oui, voilà. Et puis en plus, bah, quand t'es une représentante du mouvement LGBT, t'es en mode ouais, free love et tout. C'est facile, tu vois, c'est facile. Genre, encore une fois, personne n'est contre ça. Il y a une époque où c'était le cas, parce que le fait que les hommes puissent s'aimer entre eux était réprimé par la loi. C'est plus le cas aujourd'hui. Et puis surtout, le sous-entendu, c'est de dire que genre, elle a un message d'amour, de joie et de paix. Donc, si on la boycotte, on est contre l'amour, la paix et la joie. Alors qu'encore une fois, on est surtout contre la répression politique. Enfin, genre. Moi, je suis contre la paix bourgeoise, moi. Vraiment, hein. On continue l'extrait ? Ouais, vas-y. De joie. Il s'avère que à mon arrivée sur scène, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que. Bah, demande-toi peut-être pourquoi. En fait, j'ai vu cette foule. C'est terrible. Les gens, ils étaient pas joyeux. Alors moi, je venais pour être joyeux. Je veux que vous soyez contents. Pourquoi vous n'êtes pas contents, bande de fils de... Mais oui, non, mais surtout, c'est la victimisation permanente pour éviter de politiser, quoi. Je suis désolé, oui, je trouve ça indécent aussi. Colère contre moi. Vraiment. Tu sais, j'ai été quand même caillassée, les gens prenaient, il y avait des personnes qui prenaient des cailloux. Ah merde, ça a déjà cyclé là, on a déjà vu ça. Non, je crois pas, je crois que c'était le prévu au début. Ramasser à même le sol du gravier, qui me l'envoyait sur les platines. Sauf qu'à un moment donné, j'ai senti que j'étais en danger physique. Attends, pause. Les graviers étaient sur les platines, ça l'a même pas touché elle, c'était des graviers. Et ça l'a pas touché elle, c'était sur des platines. Et surtout, encore une fois, si tu veux, Maros, t'as été mise en danger par les graviers sur ta platine. Encore une fois, moi, je suis... Genre, encore une fois, la loi y a dans, et t'as un danger, genre pour une meuf comme moi, qu'on pourrait venir foutre en prison. C'est autre chose, encore une fois, en termes de violence. Si la loi de... là, elle passe, que je me retrouve à être illégal parce que je défends la... et qu'on me fout en garde à vue, le danger physique, il sera autrement plus important. Encore une fois, pour une meuf trans, encore une fois... la loi qu'elle a défendue, les trucs qu'elle défend sont infiniment plus violents que ce qu'elle a vécu. Donc c'est hyper indécent comme façon de se défendre, genre, je trouve. Du gravier sur les platines, la victime. Mais non, mais je te jure. Je sais que c'est pas le sujet, mais ça me... Bref. Les bouteilles de verre ont commencé à arriver sur la scène. C'était pas que des drapeaux ou des pancartes, c'était des gestes physiques en fait. Et en même temps, il y aurait eu que des drapeaux et des pancartes, tu aurais joué. Mais c'est bon à dire. Mais au bout d'un moment, on voulait que le truc soit... On voulait que le truc soit annulé, ça a été annulé. S'il y avait eu que des pancartes, ça n'aurait pas été annulé. Au bout d'un moment, faut assumer ça aussi. Je rappelle que le boycott de Nave Lapide, c'est 12 personnes qui ont démissionné anonymement, ça a fait 3 mois de shitstorm. C'est pas vrai que si ça avait été plus calme, ça aurait été. C'est pas vrai. C'est ça qui m'a choquée. Je veux pas me positionner en victime. Ah ouais? Ah bah ça se voit pas, hein. Oh, je l'aurais pas tenté, celle-là. J'avoue que ça c'est audacieux. Oh, c'est... Genre... Ouais, faut le... Vous, j'aurais balbutié un peu. Faut le dire un peu vite, quand même. Attends, parce que c'est trop grave. Genre, je vais vous remontrer, les gens, le truc que m'a envoyé Écharpe tout à l'heure. Parce qu'en termes de victimisation... Okay. Genre, ça, c'est juste un tout petit extrait qu'on avait chopé. Je pensais pas le mettre dans la capsule à la base, mais c'est un tout petit truc qu'on a chopé dans un article où il y a quand même écrit ça, littéralement. Et j'ai signé une tribune. J'aurais pas dû le faire, avait dit Barbara Butch auprès de France 24 en mai. En rappelant être victime d'antisémitisme depuis l'enfance. C'est-à-dire que elle n'est pas capable d'évoquer quoi que ce soit sans se victimiser. Genre vraiment, les gens, encore une fois, on en trouve que des trucs comme ça. Genre, c'est un enchaînement. Mais en fait, je suis une victime. Ah. Contrairement, j'imagine, aux Palestiniens ou aux personnes qui simplement sont antisionistes. Le troisième œil. Là.
Et on représente ce que l'extrême droite exècre et déteste le plus. Non, Mais ça, c'est facile. T'as été soutenu par le FN. Mais oui, là, actuellement, elle est soutenue par le FN. Genre, effectivement, à l'époque des JO, ils t'ont déglingué la gueule. Aujourd'hui, ils t'instrumentalisent parce que c'est pratique pour eux. Mais c'est pas vrai de dire que les cuirs pro-israéliens, les cuirs sionistes sont contre ce que l'extrême droite déteste. Il y en a à l'extrême droite. Il y en a plein. Attends, je vais retrouver en viteuf le truc de l'extrême droite. Je le trouve en moins d'une minute. Attends. C'est ça, quand on est soutenu par le RN, faut peut-être se remettre en question. Je l'ai. Sébastien Chenu qui dit « La France insoumise se félicite d'avoir fait annuler le concert d'une artiste. Barbara Butch a été attaquée parce qu'elle est juive. Voilà où mène l'importation du conflit israélo-palestinien par l'extrême gauche. J'aimerais entendre le monde de la culture se mobiliser pour elle. T'as été soutenu par Sébastien Chenu. Sébastien Chenu. Ça fait quand même beaucoup, quoi. Ça fait quand même beaucoup. Et ce qui est fou, c'est de m'en prendre d'un côté comme dans l'autre et d'être comme ça au milieu, instrumentalisé par les uns et par les autres. Alors, c'est vrai, par contre, que la position sioniste de gauche est ambiguë et tu te retrouves un peu le cul entre deux chaises. C'est un peu réel. Les gens de droite sont pas d'accord, les gens de gauche sont pas d'accord. Ça montre que je suis vraiment très intelligent. Oui, c'est ça, ça montre que je suis au-dessus de la mêlée, sauf que pas du tout, en fait. Oui. Genre, encore une fois, à l'époque où elle se faisait justement, à l'époque où elle se faisait juste démonter pour qui elle était, à savoir une femme lesbienne grosse, on la défendait. Évidemment. On l'a défendue à l'époque. J'avoue, mais bon, bref. Ceux qui vous boycottent, ils vous reprochent 2 choses. La première, c'est votre signature d'une tribune de soutien à la loi Yadan dans Le Point. Est-ce que vous pouvez me dire comment elle vous a été proposée et pourquoi vous l'avez signée? Moi, sur le moment... La question est complaisante. Mais Libé... Faut nous dire que c'est pas votre faute, quand même. Libé a sa vie tout au fond de la gorge dans cette interview, clairement. Ah, elle est trans. C'est une amie. Non. Qui est très proche de moi, donc j'ai... Non, mais c'est dans la tête, non? Ouais, ça ne regarde pas ce que tu fais de tes soirées de confiance. Il me l'a envoyé. J'ai lu que la tribune sur un projet de loi. Je savais même pas qu'on parlait de ce projet de... Mais est-ce que tu vas assumer tes propos un jour? Surtout, c'est ton excuse, elle dit en fait, je suis génocidaire, mais j'ai pas fait exprès. Mais oui, c'est ça, genre au moins, excuse-toi, enfin, je sais pas. Pardon, toujours à se chercher des excuses et à se victimiser, c'est énervant. Pardon, j'ai sucé Goebbels, mais je savais pas bien, j'ai vu une j'ai sucé dans le doute. Non, mais je te jure. De loi Yadan, et je l'ai signé parce que tout ce qui était écrit dans cette tribune me parlait, c'est-à-dire... donc t'es sioniste, quoi, genre... Oui. Toi, t'étais vraiment en mode, t'as lu la tribune elle a dit, faut criminaliser les antisionistes, t'as signé. Voilà, lutter contre l'antisémitisme. Mais enfin, ce discours-là, j'en peux plus. Tu luttes pas contre l'antisémitisme. C'était vrai. Parce que moi, je la crois pas. Mais si jamais c'était vrai, dans ce cas-là, ce que tu fais, que tu as fait une connerie, dans ce cas-là, tu fais un pas vers l'autre camp. Ouais. C'est-à-dire, imaginons, tu dis, ok, tu te rends compte, tu as signé un truc sans réfléchir, tu as fait une grosse connerie. C'est une grosse connerie, tu te rends compte, tu te fais, ok, bon. Je me pose un peu, je prends 1 ou 2 semaines, je parle avec mon manager, je me dis ok, est-ce que je pourrais pas faire un truc d'excuse publique et ensuite faire un concert où les fonds seront reversés à une organisation palestinienne pour montrer ma bonne foi. Un truc du style. Genre, il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. C'est la base de la base. Mais là, elle s'est contentée de chialer. Je suis désolé de le dire comme ça. Oui, elle s'est contentée de chialer. Genre, vraiment. Enfin, j'ai pas fait exprès, c'est pas ma faute. En fait, genre, vraiment, il y a un truc de. Genre, soit t'assumes, soit tu all-in dans le truc, mais là, t'es juste. Enfin, évidemment qu'il est surtout dans une situation d'ambiguïté absolue, tu vois. Genre, évidemment. Vraiment, juste vu peut-être une manière de me sentir protégée. Je subis de l'antisémitisme depuis que je suis gamine. Oui. Alors, ça en vrai, c'est vrai parce que l'antisémitisme existe, c'est absolument pas un débat sur cette chaîne, mais c'est vrai que, en fait, quand tu subis de l'antisémitisme, que t'es pas très politisé et que t'as le matraquage médiatique qui te dit toute la journée que l'antisémitisme c'est à cause des musulmans, bah du coup,
il peut y avoir des gens, et c'est une grande partie des juifs, qui du coup deviennent racistes et deviennent même à l'avant-garde de l'islamophobie pour certains, parce que ils se font gaslight, ils sont persuadés qu'il y a vraiment une guerre de civilisation juif-musulman et qu'il leur revient de leur survie. Et du coup, moi, je veux bien la croire là-dessus. Je veux bien te croire, sauf que du coup, maintenant que tu es dans ces sujets-là, maintenant que tu es politisé, écoute, réfléchis et change. Ouais, mais en fait, moi, ce qui m'énerve quand elle balance ça comme ça, out of nowhere, c'est que du coup, là, elle fait exactement comme Gabriel Attal, c'est-à-dire qu'elle résume ce qui lui arrivait à juste de l'antisémitisme. C'est une façon de réduire tout le propos de ses opposants et de pourquoi est-ce qu'elle s'est fait boycott à c'est des antisémites. Sauf que bah non, en fait. Genre ok, d'accord. Toi aussi, Victoire, tu subis de l'antisémitisme depuis que t'es petite. Est-ce que ça t'a rendu sioniste? Est-ce que t'as signé la tribune de machin? Bah je crois pas, non. C'est bon, en fait, non, ça va. Alors, je vais quand même mesurer ce que tu dis parce que ça m'a pas rendu sioniste, mais il y a des fois où ça m'a rendu bête. Ça oui, je veux bien te croire. Ça m'a rendu bête. Et il y a des fois où je suis tombé dans le truc d'instrumentalisation de l'antisémitisme pour taper sur des gens que j'aimais pas. Ça m'est arrivé, ça m'a rendu bête. J'assume, c'était bon, il fallait pas, et j'en tire responsabilité, les gens sont au courant, etc. Il n'y a pas de galère. Mais le truc, c'est que moi, quand je me suis pris un backlash par rapport à ça, parce que j'ai été bête, bah, je me suis retiré, j'ai réfléchi, j'ai tiré les leçons et j'ai évolué. Et je pense que maintenant, j'ai plus grand chose à prouver à qui que ce soit. Elle a fait, c'est qu'elle a chouiné et qu'elle est chez Libé pour se plaindre et qu'elle est devenue un des fers de lance du sionisme de gauche et du pinkwashing en Israël. Il y a quand même pas les mêmes choix de vie. C'est qu'au bout d'un moment, je suis d'accord qu'il y a un vécu commun d'antisémitisme, mais une fois que t'es mis face à des contradictions, que t'es forcé de faire un choix, bah au final, la barricade, elle a que deux côtés. Soit tu assumes que t'as fait une connerie et du coup tu deviens anti-sioniste vraiment, soit tu n'assumes pas et tu restes sioniste comme une merde. Et elle et moi, on a fait deux choix très différents. C'est ça. Et puis en fait, il y a un truc de remise en question dans un des cas qui n'est pas présent dans l'autre aussi. Enfin, c'est un truc qui me semble important. Le fait est que stop simplement. C'est pour ça qu'on parle de victimisation, quoi. Genre, pour moi, faut capter qu'il y a une vraie différence entre être victime et faire de la victimisation, tu vois. Genre être victime d'un truc et l'utiliser et s'en servir et de ce que tu veux, machin, etc. Ça peut avoir du sens. Encore une fois, moi j'en parle beaucoup dans la justice transformatrice. Mais le fait de faire de la victimisation, c'est littéralement instrumentaliser politiquement ce fait-là, le fait d'être victime de quelque chose. Et c'est ça qui dérange. C'est pour ça que c'est pas parce que t'es une victime que c'est ok de faire de la victimisation d'un seul coup, tu vois, parce que c'est pas la même chose. C'est pas pareil être une victime et faire de la victimisation. Genre, il y a un côté instrumentalisation, exploitation d'une souffrance, tu vois, qui me dérange en fait. Et puis la victimisation pour faire quoi? Si quelqu'un se victimise un peu parce qu'il est sous OQTF ou qu'il est sous procès et qu'il dit putain c'est terrible, regardez ce qui m'arrive, c'est pas la même chose que quelqu'un qui se victimise pour protéger les arrières d'un génocide. C'est ça. Ou c'est genre une femme qui va être obligée de performer le fait qu'elle a été victime de quelque chose juste pour qu'on l'écoute. Ça, à la limite, je veux bien. C'est des choses qui sont cohérentes. Mais là, ça peut être une méthode. Mais là, c'est une dominante qui encore une fois était patronne à 22 ans, qui refuse de se remettre en question parce qu'il y a genre tout un camp entier qui la critique. Enfin. C'est, je vais dire un truc que j'ai entendu, je sais plus où. C'est quand on sort de la représentation, en fait, c'est qu'on affine le discours, c'est que au lieu de se demander qui parle, on se demande qui parle pour dire quoi et dans l'intérêt de qui. C'est ça. Là, le qui parle, pas de souci. C'est une meuf juive, c'est une queer, c'est une meuf grosse, etc. Pas de souci. Qui parle, pas de souci. Pour dire quoi? Rien. Dans l'intérêt de qui? Pas pour dire rien, pour dire tout ce camp politique est antisémite. Pour dire que tous les gens depuis 70 ans qui militent contre un point de génocide sont en fait des genres de nazis mentaux. Parce que, encore une fois, l'antisémite en France, c'est ça que ça sous-tend. Ça veut dire t'es un collabo. Concrètement, c'est ça que ça veut dire. Sauf que, quand t'es main dans la main avec l'extrême droite pour dire ça, c'est bizarre. Je me permets de te regarder en bizarre, tu vois, c'est normal. Alors que les gens qui utilisent le plus le mot antisémite sont les collabos. Oui. Aujourd'hui. Complètement. Et c'est ça l'horreur de l'instrumentalisation. J'ai des exemples hyper concrets. Le nombre de salles juives, je vais t'égorger. Mais évidemment que tu vis de l'antisémitisme. Personne ne remet ça en question, en fait. Tu mérites pas d'exister. Et c'est ça que j'ai reçu. Et c'est ça que je reçois depuis des mois, depuis des années. Retrouvez l'intégralité de notre entretien avec Barbara.
Et encore une fois, c'est un raccourci de merde. Est-ce que c'est LFI qui a dit sale juive, on va t'égorger? Mais oui, c'est ça, encore une fois. Jamais de la vie. Et même les genre moi tu sais, genre on pourrait comparer, même si encore une fois il y a des antisémites à gauche qui ont pu dire ce genre de dinguerie, tu vois, je n'en doute pas. Mais ouais, bien sûr. À l'époque où c'était l'extrême droite qui lui tombait dessus, à l'époque des JO, je pense que la violence antisémite était d'une autre nature que ce qu'elle peut prendre aujourd'hui, tu vois. Enfin, en fait, se contenter de dire genre là c'est ça qu'elle fait à la conclusion. À la conclusion, elle dit je vis de l'antisémitisme depuis toujours. Ce que j'ai vécu là, c'est de l'antisémitisme. Fin. Comme si elle avait aucune responsabilité dans ce qui s'était passé et comme si elle s'était contentée de rien faire à part porter un message d'amour. C'est énervant en fait. C'est d'autant plus énervant. Ça rend fou en fait quand encore une fois. Désolé de rappeler que la vraie violence au cœur du sujet, c'est pas toi, Barbara, qui s'appelle même pas Barbara, qui s'appelle Barbara Butch, parce que elle a pris sur Barbara Bush, la femme de George Bush, les gens. Sur de la famille Bush, d'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est assez red flag? Du nom de la femme de George Bush, Monsieur 11 septembre. Son pseudo vient de la femme de Monsieur 11 septembre. Oui. Ça vient de là. Oui, déjà. J'ai balancé l'info un peu au pif, mais ça me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Et c'est une vraie info. Oui, c'est une vraie info. Oui, c'est une vraie info. La meuf, son pseudo, c'était littéralement l'impérialisme américain et l'invasion du Moyen-Orient par les USA. Mais non, elle porte un message d'amour et de paix, je te rappelle, comme l'Amérique. Oui, Archie a raison, c'est Madame CIA. Ah, je te jure. Ah. Bon, en tout cas, on a fait le tour de cet extrait. En tout cas, c'était bien d'avoir le petit extrait de fin pour montrer comment est-ce qu'elle se défend et de montrer que, en fait, c'est bien parce que c'était les mêmes arguments qu'à l'époque où elle avait dit qu'elle était revenue justement sur, vous savez, le petit extrait que je vous ai mis en mode j'ai signé une tribune, je n'aurais pas dû le faire, etc. Si les gens ont continué à la boycotter après qu'elle a dit qu'elle a regretté d'être dans la tribune, c'est parce qu'elle avait déjà ce même argumentaire en fait à cette époque-là et qu'en fait elle a dit qu'elle l'a regretté, mais en fait elle l'a pas regretté, elle a regretté de s'être fait harceler, quoi. Genre c'est pas pareil. Donc ça pour dire de nom de drag queen. Oui, mais les drag queens ne s'appellent pas Joseph Goebbels parce que c'est bizarre. Je sais pas, il a vu comme ça. On s'appelle pas Barbara Bush, enfin genre c'est non. Ça reste pas ouf, tu vois. Bref. Je pense qu'on va pouvoir conclure sur cette histoire autour de Barbara, hein, donc Barbara Bush. Et on va s'arrêter là. Donc, encore une fois, si on devait résumer en 5 minutes, oui, c'était parfaitement légitime de chercher à boycotter cette meuf. Par rapport à tout ce qu'on a raconté, c'était parfaitement légitime d'un point de vue du concept de boycott culturel. Ça, on vous a déjà expliqué en long, en large et en travers pourquoi. On a pu voir encore une fois que la dimension victimaire, instrumentalisation n'a absolument pas changé dans son discours. Donc, on va continuer en fait à appeler à la boycotter. Et si on voit un peu plus loin que son cas à elle, c'est la continuité de la répression du boycott qui dure depuis plus de 25 ans, qui s'intensifie parce que le boycott s'intensifie, parce que depuis le 7 octobre, la Palestine est redevenu un sujet majeur dans le monde entier. Donc les gens se sont réengagés, donc le boycott a repris beaucoup d'importance. Donc la répression du boycott par ricochet aussi. On se rappelle, je ne les ai pas cités, on se rappelle de la Libérie Violette & Co à Paris qui s'est fait dézinguer. Moi, je me rappelle de l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix, qui s'est fait perquisitionner, qui s'est fait geler ses comptes en banque, alors que c'est des vieux messieurs de 80 ans universitaires. Enfin, vraiment, est-ce qu'il y avait vraiment une urgence salafiste? Non, je ne pense pas. Et que, engagez-vous dans les trucs de boycott, engagez-vous auprès de l'OST à Ciutat de Grenoble, engagez-vous auprès des différentes organisations décoloniales, allez voir BDS, allez filer un coup de main pour porter un caddie, pour pousser un truc, pour faire un don si vous ne pouvez pas vous déplacer. Allez vous engager directement dans ces trucs-là parce que ça marche. La preuve, c'est Kishwin. Et c'est une très bonne conclusion. Gros bisous YouTube. N'hésite pas à mettre des boosts pour que la vidéo soit vue par des gens. Salut YouTube. Et à plus.